Bonjour et bienvenue. Alors, nous continuons notre exploration de l'intégration réseau pour Amazon RDS. Dans la vidéo précédente, nous avons défini les fondations, le VPC comme une maison isolée et les sous-réseaux comme des pièces séparées. Mais cela ne suffit pas. Pour déployer une base de données fonctionnelle et sécurisée, on a besoin de plus. Alors, vous avez sans doute remarqué lors de nos labs pratiques précédents que nous manipulions deux objets constants, le DB Subnet Group et le Security Group. Alors, nous les avons parfois configurés rapidement pour faire fonctionner nos démos. Et ça a marché très bien. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ces deux concepts pour comprendre leur véritable rôle architectural. Alors, comment RDS décide-t-il dans quelle zone de disponibilité placer votre instance de secours? Comment créer un pare-feu qui s'adapte automatiquement à l'échelle de vos serveurs web sans gérer des milliers d'adresses IP? Et comment communiquer deux VPC différents si votre entreprise acquérit une startup demain, par exemple? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, commençons par un objet unique au service RDS, c'est le DB Subnet Group, ou bien le groupe de sous-réseau de base de données. Alors, vous ne trouverez pas ce concept pour les instances EC2 classiques, c'est une couche d'abstraction spécifique à RDS. Pourquoi existe-t-il? Parce que RDS est un service managé. Vous ne dites pas à AWS lancement instance sur IP 10.0.1.5 dans le sous-réseau A. Vous dites à AWS, voici une collection de sous-réseaux, un groupe que je t'autorise à utiliser. Choisis le meilleur endroit là-dedans. Alors, regardons le schéma. Alors, un DB Subnet Group est simplement une liste de sous-réseaux que vous désignez. Alors, généralement, pour des raisons de sécurité que nous avons vues précédemment, nous ne mettons que des sous-réseaux privés dans ce groupe. Cela garantit qu'aucune instance RDS lancée avec ce groupe ne pourra se retrouver accidentellement dans une zone publique. Le prérequis critique, la haute disponibilité. Alors, il y a une règle d'or pour l'examen et la production. Votre DB Subnet Group doit couvrir au moins deux zones de disponibilité, ça veut dire deux AZ, différentes au sein d'une même région. Pourquoi? Alors, souvenez-vous du multi-AZ. Si vous demandez à AWS de créer une instance multi-AZ, AWS va placer le maître dans la zone A, mais pour placer l'esclave standby dans la zone B, il doit savoir quel sous-réseau utiliser dans la zone B. C'est le DB Subnet Group qui lui donne cette information. Si votre groupe ne contient qu'une seule zone, le multi-AZ échouera. Alors, un mot sur la modification de réseau. Une question avancée qu'on se pose souvent. Peut-on déplacer une instance RDS d'un VPC à un autre? La réponse est pas directement. C'est complexe. Vous ne pouvez pas juste changer le VPC dans la console. La méthode consiste à modifier le DB Subnet Group associé à l'instance pour lui fournir de nouveaux sous-réseaux. Mais attention, il y a des limitations. Si vous êtes en multi-AZ, vous devrez peut-être désactiver le multi-AZ, faire le changement et le réactiver à nouveau. C'est une opération lourde, d'où l'importance de bien concevoir ces subnet groups dès le premier jour. Alors, une fois que l'instance est placée, il faut la protéger. Alors, c'est le rôle du groupe de sécurité, bien le security group. Alors, nous l'avons déjà utilisé pour ouvrir le port 3306, mais analysons le plus finement. Le Security Group agit comme un pare-feu virtuel au niveau de l'interface réseau de l'instance. Il possède trois caractéristiques majeures. Premièrement, il est un filtre, comme vous pouvez voir, stateful, ça veut dire à état. Si vous autorisez le trafic entrant
inbound traffic sur le port 3306, le trafic sortant correspondant, c'est-à-dire la réponse de la base de données, est autorisé automatiquement. Vous n'avez pas besoin de configurer de règles de sortie complexes. Troisièmement, il y a le principe du moindre privilège. Par défaut, un security group bloque tout. Rien ne rentre. C'est à vous d'ajouter des règles pour percer des trous spécifiques dans le security group. Alors, le point expert ici, la gestion des sources. Alors, dans nos labs, pour simplifier, nous avons souvent utilisé la source 000 anywhere ou notre adresse IP personnelle. En production, c'est une pratique interdite. Imaginez que vous avez 50 serveurs web qui doivent accéder à la base de données. Vous n'allez pas entrer les 50 adresses IP une par une dans le security group de RDS. Et si les serveurs changent d'IP, c'est-à-dire auto-scaling, c'est ingérable. Alors la bonne pratique, c'est le référencement de groupe. Dans la règle d'entrée de votre RDS, au lieu de mettre une IP, vous mettez l'ID du security group de vos serveurs web. Cela signifie j'autorise tout trafic venant de n'importe quelle machine qui porte le badge web server, quote unquote. Alors c'est dynamique, sécurisé, et c'est la seule façon professionnelle de gérer une architecture 3 tiers sur AWS. Alors terminons par un concept d'extension réseau, c'est le VPC peering. Alors jusqu'ici nous avons dit que le VPC est une île isolée, mais parfois vous devez construire des ponts. Cas d'usage typique, vous avez un VPC pour la finance et un VPC pour RH par exemple, et ils doivent partager des données. Ou bien vous avez un VPC de service partagé avec des outils de monitoring qui doivent accéder à tous les autres VPC. Ou bien vous venez de racheter une entreprise qui a son propre compte AWS et son propre VPC. Alors le VPC peering permet de connecter deux VPC via le réseau privé d'AWS. Alors une fois connectés, les instances communiquent comme si elles étaient sur le même réseau local. Cependant, il y a deux règles d'or impératives pour l'examen. La première, c'est pas de chevauchement d'IP. There's no overlapping. Si le VPC utilise la plage 10.0.0.0.16 et que le VPC B utilise aussi 10.0.0.16, vous ne pourrez jamais les connecter. Le routeur ne saurait pas où envoyer les paquets. C'est pour cela que lorsque vous créez un VPC, même pour un test, essayez de ne pas toujours utiliser la plage par défaut, au cas où vous devriez faire du peering un jour. Après, il y a la non-transitivité. Alors, regardez le schéma à droite. Si le VPC A est connecté au VPC B par peering et que le VPC B est connecté au VPC C, cela ne signifie pas que A peut parler à C. Le VPC peering n'est pas transitif. Si A veut parler à C, vous devez créer un lien direct à un autre peering entre A et C. C'est une limitation de sécurité voulue par AWS pour éviter les accès en cascade non désirés. Alors voilà qui conclut notre couverture théorique du réseau RDS. Comprenez maintenant que le DB Subnet Group définit où physiquement et logiquement. Le Security Group définit le qui par identité ou par IP, et le VPC peering permet d'étendre ces règles au-delà des frontières d'un seul réseau. Alors, il nous reste un dernier sujet majeur à aborder pour être complet sur RDS, et c'est souvent celui qui intéresse le plus les décideurs. C'est bien sûr l'argent. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons décortiquer le modèle de tarification. Instance réservée, on demand,
coût de stockage, transfert de données, etc. Nous verrons comment optimiser votre facture AWS. À tout de suite pour parler budget.